sous un voile ou bien presque nu. Va savoir pourquoi les filles amoureuses font n'importe quoi. 50 ans de succès et toujours la même simplicité. Maxime Le Forestier est aujourd'hui mon invité. Bienvenue à tous dans À l'affiche. Et bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je parlais de votre carrière, de ces 50 ans de succès, parce que ça fait 50 ans qu'est sorti votre premier 45 tours. Comment vous sentez-vous ? Ça va. Ça va, merci. Ça fait quelque chose quand même de se dire 50 ans de carrière ? Non, non, non. Vous regardez jamais en arrière, en fait. Non, enfin, non, j'évite. Ouais. Droit devant. Alors, vous êtes avec nous, effectivement, pour nous parler de votre 16e album studio, intitulé « Paraître ou ne pas être ». On va tout de suite en découvrir un extrait. Ça s'appelle « Date limite ». Ça commence par un coup de bol, on arrive, on connaît personne, on tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital, un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau de l'enfance. La date limite de l'enfance. On vous sent un peu nostalgique de cette période ? Non, pas du tout. Non, non. La question, c'est quand est-ce qu'elle s'arrête ? Est-ce que je suis encore dedans ou est-ce que j'ai dépassé la date limite ? Et je dois dire que j'ai pas la réponse à la question. Vous avez l'air d'avoir encore votre âme d'enfant, non ? Ben, j'espère, enfin un petit bout en tout cas. Justement, puisqu'on parle d'enfance, ça se passait comment chez vous ? Vous avez une maman musicienne ? Non, pas du tout, non. Ma mère était dialoguiste de films. Enfin, elle écrivait des dialogues de doublage pour les séries américaines. Non, la musicienne de la famille, c'était ma sœur Anne, ma sœur aînée. Vous avez d'ailleurs chanté ensemble ? Non, j'ai chanté avec ma sœur cadette, Catherine. Ah, je n'avais pas l'ordre de la fratrie. Non, Anne a fait une longue carrière de professeur de conservatoire. Mais la musique a toujours fait partie de votre univers, du coup ? Absolument, oui. Absolument. Ça a vraiment guidé même l'habitat, quoi. On ne pouvait plus rester dans un appartement, donc on a dû trouver une maison. Enfin, ça a beaucoup influencé. Oui. Alors en tout cas, ce nouvel album a lui aussi été réalisé en famille, puisque vous avez fait appel à votre fils pour la conception du disque. Il joue de la guitare, je crois, sur 8 des titres. Et il sera également présent sur scène de temps en temps quand vous allez partir en tournée. Pas de temps en temps, tous les jours. Vous comptez sur lui ? Il va faire la première partie avec son copain Bruno Guglielmi, avec qui j'ai écrit Date limite d'ailleurs. Et ils ont des belles chansons tous les deux. Donc, on va faire la première partie, puis ils vont venir me grossir l'orchestre en deuxième partie. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous aviez donné une interview tous les deux. On va écouter quelques mots de votre fils sur l'album. J'ai hâte qu'on commence à répéter. J'ai hâte d'entendre les morceaux arrangés vraiment sur scène. Je me réjouis de participer aux arrangements aussi. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, bien sûr. On verra ça lors de votre tournée. En fait, j'ai lu que c'est lui, votre fils, qui avait un peu retrouvé des paroles qui sommeillaient dans votre ordinateur. Oui, mais il avait vraiment envie que je fasse un disque. Moi, je me laissais faire, quoi. Attendons que les chansons viennent, mais quand on attend que les chansons viennent, c'est rare. Elles arrivent, mais lentement. Ouais. Et lui a fouillé mon disque dur à Paris. Il se souvenait d'une phrase que j'avais dite et il a trouvé les filles amoureuses, les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Il a trouvé des bribes, il a rassemblé les bribes, il a fait une musique dessus, il m'a apporté la chanson, on a retravaillé dessus. Là, l'album était commencé, quoi. C'est lui qui a donné Il a vraiment donné un peu le coup d'envoi. Le départ, et puis après, il a donné des coups de main pour les maquettes parce que c'est quand même un bon guitariste. Vous lui avez bien transmis le virus, en tout cas. Je lui ai transmis le virus, mais pas le savoir. Le savoir, c'est Manu Galvin, qui est l'autre guitariste avec qui je joue, qui lui a, depuis qu'il a 12-13 ans, qui l'a régulièrement fait progresser dans la musique. Alors en tout cas, sur cet album, on retrouve votre timbre de voix, ces mêmes mélodies simples, ces arrangements très soignés qui ont fait votre succès et qui ont évidemment accompagné les tubes qui ont bercé des générations de Français. On va réécouter quelques notes de vos titres les plus célèbres. C'est une maison bleue
Adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Il y a eu un petit changement de look entre les années 70 et 80. Il y a des cheveux qui sont partis, oui. et puis la barbe aussi que vous avez rasée. Alors que vous ayez soutenu la révolution hippie du temps de cette Maison Bleue, vous avez aussi été un des premiers chanteurs à avoir abordé la question des réfugiés avec Né quelque part qu'on vient d'entendre. On était en 1988. Vos chansons toujours racontent la société dans laquelle on évolue. Pour vous, musique et engagement, ça va forcément de... C'est pas de l'engagement, c'est de... Faut bien parler de quelque chose dans les chansons. Hein. Alors on peut parler de soi tout le temps. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je préfère parler de ce qu'il y a autour de moi. Alors évidemment, de temps en temps, on aborde des sujets glissants, mais c'est pas grave. Oui, vous y pensez pas quand vous écrivez. Vous dites glissant, mais finalement... vous savez, quand j'écris, c'est une phrase, je tire sur le fil et puis je sais pas trop où ça va m'emmener. Donc je pars jamais d'un sujet. Je dis jamais je vais chanter ceci, sauf quand j'écris pour Julien Clerc, parce que c'est lui qui me donne le sujet. Mais quand j'écris pour moi, je me laisse aller. Et quelquefois, le son des mots, le son des rimes, ça vous amène ailleurs que là où vous aviez pensé aller. Oui, puis j'imagine que quand vous avez écrit Né quelque part, il y a 30 ans, vous n'imaginiez pas la résonance que cette chanson peut avoir aujourd'hui. Alors ça, on n'imagine jamais. La réaction du public, on n'imagine jamais. Parce que est-ce que ça tombe au bon moment? Est-ce que... Une chanson comme Les Jours Meilleurs, par exemple, elle est sortie en 83 dans l'Indifférence Générale et elle a marché 20 ans plus tard. Ça ne s'explique pas. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez comme sentiment quand vous voyez qu'aujourd'hui on est en pleine crise migratoire, mais que vous chantiez déjà ce problème-là il y a 30 ans? C'est pas ce problème-là que je chantais, c'était l'idée des lois Pasqua de 86, c'était qu'un enfant né en France de parents étrangers n'était pas automatiquement français, fallait qu'il attende d'avoir 18 ans pour demander la nationalité. C'était un ami de votre fils, je crois, non? Oui, mais enfin, il n'était pas le seul, hein. Bien sûr. Ils étaient pleins. Et c'est ça, est-ce que les gens naissent égaux en droit? C'était ça qui m'a... Et puis après, ça a été transformé par le public. Et puis cette chanson a été reprise dans de nombreuses langues et est devenue vraiment universelle. Alors, revenons à ce nouvel album, puisque là aussi, vous parlez de thématiques de société. Parlez-nous de ce titre, Ça déborde. Oui. Ça déborde. Pourquoi tant d'individus, tous jetables et biodégradables? Pourquoi tant d'individus laissent toujours tant de détritus? Oui, c'est quand même frappant parce qu'on est tous remplaçables. Hein. Le cimetière en est plein de gens irremplaçables. Et on est tous biodégradables. Et quand même, quand on s'en va, on laisse des tonnes de saloperies derrière nous. C'est cette question-là qui m'avait paru un peu absurde. Et puis c'est pareil pour les idées. Hein, il y a des idées lamentables qui restent quand même, qui reviennent. On sait qu'elles sont... on sait qu'elles sont nocives, on les transmet quand même. C'est curieux, ça, cette façon de ne pas vouloir jeter. Alors, les textes engagés, les mélodies qui invitent au voyage, le dernier ingrédient qui vous caractérise, je dirais, Maxime Le Forestier, c'est l'amour de la chanson française, évidemment, et comme figure tutélaire Georges Brassens, qui vous avait pris en première partie dès vos débuts. Vous lui avez d'ailleurs rendu un bel hommage en partant en tournée pendant plusieurs années, en reprenant ces titres. Qu'est-ce qu'il représente encore aujourd'hui pour vous? Il représente un peu ce que Jean-Sébastien Bach représente pour la musique classique, quoi. C'est une borne, c'est un moment... il y a un avant et un après. Enfin, je sais que c'est... Mais on se situe après lui, on se situe soit dans sa continuité, soit contre lui, mais il est toujours quelque part. Et c'est le seul, à mon avis, dont on puisse reprendre toutes les chansons sans qu'il y ait aucun déchet. Il est vraiment intemporel. Aujourd'hui, vous écoutez un peu de musique de chansons françaises? J'en écoute beaucoup parce qu'il en sort beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de... il y a par exemple beaucoup de femmes qui écrivent maintenant, et ça c'est... Qui est-ce que on a eu Anne Sylvestre, on a eu Barbara, on a eu Zazie, mais maintenant elles sont des dizaines à écrire des chansons. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est plus ou moins...
Mais ça, c'est très, très nouveau, je trouve. Et c'est très bien. Et vous nous les conseillez. On va terminer, comme à chaque fois, avec nos grands invités, Maxime Le Forestier, avec un coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous avez choisi de nous parler de théâtre et de François Morel dans une pièce qui s'appelle « J'ai des doutes ». Oui. François Morel reprend Raymond DeVos. Ouais. Raymond DeVos, c'est Brassens qui me l'avait présenté. C'est un type pour qui j'ai toujours eu une fascination extraordinaire, parce que c'était un homme bon, extrêmement bon, qui trouvait obscène qu'on puisse rire de quelqu'un. Il fallait rire de soi ou pas du tout. Obscène, c'était le mot qu'il avait prononcé. Et je trouve qu'il ressemble tout à fait à François Morel, non pas dans l'écriture, mais dans cet aspect de ne pas vouloir rire des autres. Et je trouve que dans la période qu'on vit, c'est un peu d'air frais, tout ça. Et puis François, évidemment, il a le même amour pour Raymond DeVos que moi. Et il le sert bien. Merci beaucoup Maxime Le Forestier pour ce conseil et surtout pour être venu nous parler de ce dernier album. Le voici en version vinyle, Paraître ou ne pas être. Et vous serez en tournée à partir de la fin septembre et au Casino de Paris, notamment en novembre prochain. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec François Morel sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour sa pièce « J'ai des doutes », texte de Raymond DeVos. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. Total, elle a fini pucelle à Orléans. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait répondu non. C'est trop maintenant. Oh, voilà, je hais des, qu'elles soient de mûres, qu'elles soient de mou. Je hais des murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou.